Arrêtez ce que vous faites. Écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est une lame. Elle va soit vous permettre de tailler votre place dans le monde, soit vous laisser saigner pendant 10 ans de plus. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous êtes manipulé chaque jour et le pire, c'est que vous remerciez vos manipulateurs. Bientôt, vous ne les remercierez plus jamais. Pensez à cette dernière réunion. Votre idée, celle qui vous a coûté des heures de travail, est sur la table. Mais ce n'est pas votre voix qui la présente, c'est celle d'un autre. Il la vole sous vos yeux, avec un sourire, et tout le monde applaudit. Vous sentez cette chaleur monter dans votre gorge, ce mélange de rage et d'impuissance. Mais vous ne dites rien, vous souriez. Pensez à ce soi-disant ami à qui vous avez confié une faiblesse et qui l'utilise comme une anecdote amusante dans un dîner pour se rendre intéressant. Vous êtes le dommage collatéral de son ascension sociale. Cette humiliation invisible est votre quotidien. Ce n'est pas un accident, c'est un schéma. Vous avez été programmé pour croire que la gentillesse, l'honnêteté et le travail acharné seraient récompensés. C'est un mensonge. Votre prévisibilité est une cage. Votre désir de ne pas faire de vagues est la laisse qu'ils utilisent pour vous promener. Chaque fois que vous cédez du terrain pour maintenir la paix, vous ne faites que financer la prochaine guerre contre vous. Ils ne sont pas forcément mauvais. Ils sont simplement des prédateurs sociaux qui ont compris une chose que vous ignorez. Ils testent constamment vos limites. Une petite pique ici, une demande déraisonnable là. Chaque fois que vous ne réagissez pas, vous leur envoyez un message clair. Ce territoire est sans défense. Votre silence n'est pas perçu comme de la sagesse, mais comme une autorisation à vous envahir. Cela vous arrive parce que vous jouez aux échecs avec les règles des dames. Ce n'est pas de la malchance, c'est une science, une technologie du pouvoir que certains maîtrisent instinctivement pendant que d'autres, comme vous, la subissent sans même comprendre qu'ils sont sur un champ de bataille. Le respect ne se demande pas, il ne se mérite pas, il s'arrache. Il se construit à travers des manœuvres psychologiques si subtiles que la cible ne sent jamais la lame avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps que vous appreniez à forger la vôtre. Pourquoi certains sont toujours respectés sans rien dire, alors que vous devenez une cible? Tout ce qu'on vous a appris sur le mérite est un mensonge, une fable pour vous maintenir docile et productif. Vous croyez que le respect se gagne par le travail, l'honnêteté, la gentillesse. C'est faux. Ce sont les règles du jeu qu'on vous a données, pendant que les autres jouent à un tout autre jeu, avec des règles invisibles. La douleur que vous ressentez n'est pas un échec. C'est le bruit que fait la réalité, en brisant vos illusions. C'est le signal que vous êtes sur le point de vous réveiller. Vous n'êtes pas sur un terrain de jeu, vous êtes dans une arène, et vous êtes entré sans armure. Il y a 5 siècles, à Florence, un homme a écrit les véritables règles de cette arène. Son nom était Machiavel. Il a compris que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Il a laissé une feuille de route pour ceux qui refusent d'être des proies. Un de ses principes fondamentaux, modernisés, est le suivant. Soit le renard pour voir les pièges, et le lion pour effrayer les loups. La plupart des gens s'épuisent à vouloir être le lion. Ils crient, ils s'imposent, ils montrent les dents. Mais le vrai pouvoir, le pouvoir durable, est celui du renard. Le renard ne se bat pas. Il comprend, il observe, il sait que la psychologie humaine est un clavier et que chaque émotion est une touche. La vanité, la peur, le besoin de validation, l'insécurité, ce sont les leviers que les autres utilisent contre vous, souvent sans même s'en rendre compte. Ils appuient sur vos faiblesses pour se sentir forts. Ils exploitent votre désir d'harmonie pour imposer leur volonté. Le pouvoir n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que les autres croient que vous êtes capable de faire. Contrôler leur perception, c'est contrôler leur réalité. C'est l'art de gagner la guerre avant même que la première bataille ne soit déclarée. Vous allez cesser d'être le personnage d'une histoire écrite par d'autres. Vous allez devenir l'auteur. Dans quelques instants, vous allez recevoir les clés. Vous n'allez pas apprendre à être plus agressif. Vous allez apprendre à être illisible, intouchable. Vous ne serez plus la pièce sur l'échiquier, mais le joueur qui voit la partie d'en haut, avec 3 coups d'avance. Votre calme deviendra déstabilisant. Votre regard deviendra une question à laquelle les autres se sentiront obligés de répondre. Vous décoderez les intentions cachées derrière chaque sourire, chaque compliment, chaque silence. Vous verrez les fils qui animent les marionnettes sociales autour de vous, et vous serez le seul à ne pas en avoir. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous voyez ces fils, vous ne pouvez plus jamais les ignorer. Le monde vous paraîtra plus froid, plus calculé. Vous ne pourrez plus retourner à l'ignorance confortable du passé.
Cette connaissance est une lame. Elle vous donnera un pouvoir immense, mais elle vous isolera de ceux qui dorment encore. C'est le prix à payer pour ne plus jamais être une victime. C'est une porte à sens unique. Si vous êtes prêt à la franchir, alors écoutez bien ce qui suit. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Ce qui suit n'est pas une liste de conseils, ce sont 10 lames. Chacune est forgée pour une situation précise. Chacune est conçue pour disséquer les intentions de vos adversaires et imposer votre réalité. Mémorisez-les, intégrez-les. Elles sont les fondations de votre nouvelle citadelle intérieure. Une fois que vous les aurez comprises, vous ne verrez plus jamais les interactions humaines de la même manière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le premier outil est le plus subtil. 1. Le miroir de faille. La psychologie derrière cette technique est d'une simplicité brutale. Chaque individu, surtout le plus arrogant, est obsédé par ses propres insécurités. Leur confiance en soi est une armure construite sur des points de force qu'ils exhibent constamment. Le miroir de faille ne consiste pas à attaquer leurs faiblesses, mais à questionner subtilement leur plus grande force affichée. En faisant cela, vous ne les attaquez pas, vous les forcez à douter d'eux-mêmes. Vous piratez leur système d'exploitation interne et provoquez un écran bleu. La personne s'effondre de l'intérieur, car la base de son ego vient d'être fissurée par une simple question. Elle devient alors malléable, cherchant inconsciemment votre validation pour se reconstruire. Imaginez un collègue qui se vante sans cesse de son organisation méticuleuse. Il parade avec ses plannings et ses systèmes. Ne le contredisez pas. Hochez la tête avec un air impressionné, puis, au moment opportun, posez une question innocente sur un détail infime et complexe qu'il a certainement négligé. Une question précise, technique, presque chirurgicale. C'est fascinant. Juste par curiosité, comment as-tu indexé les archives du projet Z de l'année dernière, en particulier la clause 4C? Le silence qui suivra sera votre victoire. L'action est simple. Identifiez leur plus grande fierté et posez la question de détails qu'ils ne peuvent pas anticiper. 2. L'ancrage du faux confident. Le cerveau humain est câblé pour la réciprocité. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous vous sentez obligé de donner en retour. Cette règle s'applique aussi à la vulnérabilité. En livrant une information personnelle, une faiblesse mineure et entièrement contrôlée, vous créez l'illusion de la confiance. Vous ouvrez une porte factice, invitant l'autre à ouvrir une vraie porte en retour. C'est un appât. Votre confession calculée n'est pas un signe de faiblesse, c'est une clé conçue pour ouvrir le coffre-fort de votre interlocuteur. Il se sentira en sécurité, spéciale, et vous livrera une information stratégique, une vraie faille que vous pourrez utiliser plus tard. Au détour d'un café, vous dites à un rival potentiel « Honnêtement, je ne devrais pas dire ça, mais je suis un peu perdu avec la nouvelle politique de reporting. J'ai l'impression d'être le seul à ne pas suivre. » C'est une vulnérabilité sans conséquence, mais pour lui c'est une invitation. Il est très probable qu'il réponde par une confidence bien plus grande pour maintenir ce lien illusoire. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Moi je n'ai toujours pas compris les vrais enjeux du rachat de la branche sud. Il vient de vous donner une information capitale. Offrez une fausse vulnérabilité pour récolter une vraie faiblesse. C'est une transaction de pouvoir déguisée en amitié. 3. La manœuvre du choix illusoire. Le besoin de contrôle est l'un des moteurs les plus puissants du comportement humain. Les gens détestent sentir qu'on leur impose quelque chose. Cette technique contourne cette résistance en leur donnant l'illusion du contrôle. Vous ne proposez jamais une seule option. Vous en proposez toujours 2 ou 3, mais chaque option mène exactement au résultat que vous désirez. En se concentrant sur le choix entre A et B, l'interlocuteur oublie de se demander s'il veut vraiment faire l'une ou l'autre. Son énergie mentale est détournée vers la délibération d'un faux choix, et il se sentira acteur de la décision. C'est la forme la plus élégante de la manipulation. Vous voulez qu'un subordonné travaille tard. Ne lui dites pas « Reste ce soir pour finir le rapport X ». Il se sentira contraint. Dites plutôt « J'ai besoin d'un coup de main ». Pour être le plus efficace, tu préfères te concentrer sur la finalisation du rapport X ce soir, ou tu préfères prendre de l'avance sur la présentation IG pour la réunion de demain matin. Il choisira une tâche, se sentant maître de son emploi du temps. Pourtant, dans les 2 cas, il travaille tard. Encadrez toujours vos demandes en une question. Tu préfères A ou B? La véritable question, oui ou non, n'est jamais posée. 4. Le silence évaluateur. Dans le théâtre social, le silence est l'arme la plus sous-estimée. Face à une attaque, une question piège ou une provocation,
Notre instinct est de nous défendre, de nous justifier, de combler le vide. C'est une erreur fatale. Celui qui parle le premier après une confrontation perd le pouvoir. Le silence transfère toute la pression sur votre interlocuteur. La nature humaine a horreur du vide conversationnel. Votre absence de réaction crée un malaise insoutenable. L'autre va se sentir obligé de combler ce vide, et il le fera en se justifiant, en reformulant, en révélant ses véritables intentions ou ses propres insécurités. Son attaque se retourne contre lui. Un collègue vous lance une pique passive-agressive en pleine réunion. Encore une idée très ambitieuse. Comme d'habitude, ne répondez rien. Ne montrez aucune émotion. Tournez lentement la tête vers lui et fixez-le calmement dans les yeux. Maintenez le contact visuel pendant 3, 4, 5 secondes. Ne souriez pas. Ne froncez pas les sourcils. Soyez un mur. Il va bafouiller. Ajoutez quelque chose comme « Non, mais je veux dire, c'est bien. C'est juste que », s'exposant davantage. Il vient de perdre la face devant tout le monde, sans que vous ayez prononcé un seul mot. Cette technique est la base de votre nouvelle forteresse. Elle repose sur un principe simple. Vous ne devez rien à personne. Surtout pas une explication. Allez dans les commentaires et écrivez « Je refuse de me justifier ». 5. La validation stratégique. Le besoin de reconnaissance est une fin universelle. L'ego est une bête insatiable, et celui qui sait la nourrir tient la laisse. Valider quelqu'un, surtout un rival, n'est pas un acte de gentillesse. C'est un anesthésiant. Lorsque vous flattez l'intelligence ou la compétence d'un adversaire en public, vous ne le renforcez pas, vous le désarmez. Enivré par la reconnaissance, son esprit critique s'endort. Sa méfiance s'évapore. Il baisse sa garde et devient beaucoup plus réceptif à ce que vous allez dire ensuite. Vous utilisez son propre ego comme une porte d'entrée pour implanter vos idées. Vous-ci, êtes en réunion et Jean, votre principal concurrent, vient de présenter une analyse. Elle est correcte mais limitée. Ne l'attaquez pas. Faites le contraire. Dites « L'analyse de Jean est excellente. C'est un point de départ vraiment brillant qui met en lumière le cœur du problème. » Laissez-le savourer l'éloge. Puis enchaînez. En s'appuyant sur cette base solide, on pourrait même aller plus loin et envisager « Votre idée n'est plus une alternative. Elle devient une amélioration, une évolution naturelle de la sienne. Il ne peut plus la rejeter sans se contredire. Validez publiquement l'idée de votre adversaire avant de présenter la vôtre comme une simple extension. 6. Le semis d'idées. C'est la technique la plus puissante, car elle est totalement invisible. Un homme défendra toujours une forteresse avec plus de ferveur s'il croit l'avoir construite lui-même. Le principe est de ne jamais présenter votre meilleure idée comme étant la vôtre. Vous devez la planter de manière détournée dans l'esprit de votre cible et la laisser germer jusqu'à ce qu'elle pense que l'idée vient d'elle. La paternité de l'idée ne compte pas. Seul le résultat importe. Quand vous comprendrez cette technique, vous réaliserez avec horreur combien de vos meilleures idées ne viendraient probablement pas de vous. Vous voulez changer la stratégie de l'entreprise. N'arrivez pas avec une présentation complète. Au contraire, lors d'une conversation informelle avec votre supérieur, glissez « J'ai eu une pensée fugitive l'autre jour, probablement rien d'intéressant. Et si on inversait complètement notre approche pour le client Z? Enfin, c'est juste une idée en l'air. » Puis, n'en parlez plus. Laissez l'idée faire son chemin. Une semaine plus tard, en réunion, il est très probable que votre chef annonce « J'ai beaucoup réfléchi et je crois que nous devrions inverser notre approche pour le client Z. » Ne dites rien. Laissez-le prendre tout le crédit. Vous avez gagné. Introduisez votre idée la plus brillante en la minimisant. C'est juste une pensée, probablement stupide, mais 7. La surcharge cognitive ciblée. Le cerveau humain est une machine aux ressources limitées. Il ne peut traiter qu'une certaine quantité d'informations à la fois. Lorsque cette limite est dépassée, il entre en mode de simplification. Il cherche des raccourcis, des conclusions faciles pour échapper à la confusion. C'est une faille exploitable. En noyant votre interlocuteur sous un flot de détails, techniques, de jargon complexe, de données superflues ou de logiques alambiquées, vous fatiguez son esprit critique. Une fois son cerveau épuisé, vous lui servez sur un plateau une conclusion simple et claire, la vôtre. Il l'acceptera non pas parce qu'elle est logique, mais parce qu'elle représente un soulagement mental. Vous êtes en pleine négociation salariale. Au lieu de simplement demander un chiffre, vous présentez une analyse complexe. Si on prend en compte la projection de croissance du secteur de 4,2% sur le T3, l'amortissement fiscal lié aux nouvelles régulations et la volatilité du marché des matières premières qui impactent nos coûts indirects,
On arrive à une fourchette de revalorisation située ici. C'est complexe, mais en résumé, le chiffre juste serait celui-ci. Votre interlocuteur, perdu dans les détails, se raccrochera à votre conclusion. Utilisez la complexité comme une arme de diversion pour faire accepter la simplicité de votre véritable objectif. 8. L'isolement de la cible. Le pouvoir d'un individu repose rarement sur ses seules compétences. Il repose sur son réseau, ses alliances, son capital social. Un roi sans cour n'est qu'un homme dans une pièce. Pour affaiblir un rival, il ne faut pas l'attaquer de front. Il faut assécher son écosystème. L'isolement est une arme silencieuse qui érode la base de pouvoir de votre cible, en créant des canaux de communication exclusifs avec les membres de son groupe, en partageant des informations privilégiées avec certains mais pas avec lui, en créant des blagues ou des références qu'il ne peut pas comprendre, vous le rendez étranger dans son propre territoire. Il perd en influence, en confiance, et devient une non-entité. Identifiez un concurrent qui tire sa force de ses relations au sein de l'équipe. Commencez à organiser des discussions informelles, des pauses café stratégiques ou des boucles d'emails sur des sujets urgents en l'excluant systématiquement mais subtilement. Justifiez-le par des prétextes plausibles. Peu à peu, les décisions se prendront sans lui. Son opinion pèsera de moins en moins lourd. Il sera isolé, et un loup isolé est une proie facile. Créez des cercles d'information privilégiés pour couper votre cible de sa source de pouvoir. 9. Le retrait calculé. Toutes les lois de l'économie s'appliquent à la psychologie humaine. La plus importante est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est rare est cher. Une fois que votre valeur sociale est établie, que vous êtes respecté et recherché, la pire erreur est de rester constamment disponible. Votre présence continue vous banalise. Pour transformer le respect en autorité, vous devez vous rendre rare. Le retrait calculé ne consiste pas à disparaître, mais à devenir moins accessible au sommet de votre influence. Votre absence créera un vide, un désir. Les gens se demanderont où vous êtes, ce que vous pensez. Votre silence amplifiera votre pouvoir. Votre retour sera un événement. Vous venez de mener à bien un projet majeur. Tout le monde salue votre performance. C'est le moment précis où vous devez vous retirer. Prenez quelques jours de congé. Soyez plongé dans un dossier confidentiel et injoignable. Répondez moins vite aux emails. Votre valeur perçue va monter en flèche. Votre absence donnera plus de poids à vos actions passées et futures. On ne vous prendra plus pour acquis. Devenez rare au sommet de votre popularité. Votre absence est une arme de pouvoir. 10. La réécriture de l'histoire. L'Uber. Pouvoir ultime n'est pas de gagner la bataille, mais de contrôler le récit qui en sera fait. La mémoire humaine n'est pas un enregistrement fidèle des faits. C'est une histoire que nous nous racontons. Celui qui contrôle cette histoire contrôle la réalité perçue. Après un conflit, une négociation ou un événement important, la plupart des gens laissent le récit se construire au hasard. C'est une erreur stratégique. Vous devez être le premier à cadrer l'événement, à définir les rôles, la morale et la conclusion. En imposant votre version, vous façonnez la réputation de chacun et la signification de ce qui s'est passé. Vous sortez d'une réunion houleuse où vous avez eu un débat intense avec un collègue. Avant que les rumeurs ne se propagent, vous allez voir un autre membre de l'équipe et vous dites d'un ton calme « C'était un débat passionné avec Marc. Son approche émotionnelle était intéressante, mais je suis content que nous ayons pu, grâce à la logique, arriver à une conclusion productive pour l'équipe. » En une phrase, vous vous êtes positionné comme le stratège rationnel et Marc comme l'élément émotionnel, et donc moins fiable. Vous n'avez pas menti, vous avez interprété. Soyez toujours le premier à raconter l'histoire. Définissez les rôles, cadrez la conclusion. Celui qui écrit l'histoire possède le passé, le présent et l'avenir. Vous avez mémorisé les 10 lames, mais la véritable arme n'est aucune d'entre elles. C'est ce qu'elles ont construit en vous, une nouvelle perception. La capacité de voir les fils avant qu'ils ne soient tirés, de décoder le jeu pendant que les autres ne voient que les pièces. Votre pouvoir n'est plus dans l'action, mais dans l'inaction calculée. Ce n'est pas une épée, c'est un miroir qui renvoie à l'autre ses propres intentions. Vous êtes devenu illisible, et dans un monde où tout le monde cherche à lire les autres pour les exploiter, être un livre fermé est la forme ultime de la domination. Observez maintenant comment ils réagissent. Ils essaient leur vieille tactique. Une pique, une flatterie empoisonnée, une tentative de vous faire sentir coupable. Mais rien n'accroche. Ils vous regardent, cherchant une fissure, une émotion, un point d'entrée. Ils ne trouvent qu'un calme clinique. Votre silence n'est plus de la soumission, c'est une évaluation.
Votre absence de réaction est un verdict. Ils deviennent nerveux, se demandant ce que vous savez, ce que vous pensez. Votre tranquillité est une tempête sous leur crâne. Ils se sentent jugés, exposés, nus, sans que vous ayez prononcé un seul mot. Le manipulateur, votre ancien antagoniste, est maintenant la victime de son propre jeu. Son arsenal est devenu inutile. Il est comme un cambrioleur face à un mur lisse, sans porte ni fenêtre. Frustré, il va commettre l'erreur fatale. Il va forcer le trait. Il deviendra plus agressif, plus direct, cherchant à provoquer la réaction que vous lui refusez. Chaque attaque désespérée ne fait qu'exposer sa propre fragilité, son besoin de contrôle. Il se débat dans le vide que vous avez créé, et en se débattant, il se noie. Il ne vous combat plus, il combat le fantôme de son impuissance. Retenez ses lois. Celui qui contrôle ses réactions contrôle la réalité de la pièce. Ne répondez jamais à l'émotion par l'émotion. Répondez par le silence et l'analyse. Le vrai pouvoir n'est pas de gagner l'argument, c'est de rendre l'argument inutile. Vous n'êtes plus une cible parce que vous n'offrez plus de surface de frappe. Vous êtes devenu une forteresse de calme au milieu de leur chaos. Ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Ce savoir n'est pas un ensemble de tactiques à appliquer. C'est une nouvelle architecture mentale. Le monde extérieur n'a pas changé. Les mêmes jeux de pouvoir, les mêmes manipulations subtiles, les mêmes prédateurs sociaux sont toujours là. Mais vous avez changé. Vous ne voyez plus les événements, vous voyez les mécanismes. Vous n'entendez plus les mots, vous décodez les intentions. La peur de l'inconnu, l'anxiété de l'humiliation, tout cela a été remplacé par une lucidité froide. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la clarté. Vous êtes sorti de la matrice de la politesse forcée et de la gentillesse naïve. Vous ne réagissez plus, vous analysez, vous ne subissez plus, vous observez. Vous êtes devenu l'architecte de votre réalité sociale, un observateur silencieux depuis les remparts de votre citadelle intérieure. Votre calme n'est plus une faiblesse, c'est une arme d'évaluation. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais avoir une conversation innocente. Chaque interaction sera passée au crible de cette nouvelle connaissance. Vous verrez les fils qui animent les gens, leurs insécurités, leurs besoins de validation, leurs petites stratégies pour gratter un peu de pouvoir. Vous ne pourrez plus l'ignorer. Le confort de l'ignorance vous est à jamais interdit. C'est le prix de la souveraineté. Vous marcherez peut-être plus seul car la plupart des gens dorment encore, mais vous ne marcherez plus jamais à genoux. Cette vision est une lame à double tranchant. Elle vous sépare des autres, mais elle vous rend imperméable à leur poison. Vous avez choisi de voir et on ne peut pas fermer les yeux une fois qu'ils sont ouverts. Cette transformation n'est pas un rôle que vous jouez. C'est une déclaration de qui vous êtes devenu. Le moment est venu de la graver dans la pierre. Allez dans les commentaires maintenant. Ne demandez rien, n'espérez rien, déclarez. Faites une affirmation de pouvoir qui résonnera dans votre propre esprit chaque fois que vous la lirez. Écrivez simplement cette phrase pour vous-même, comme le serment final de votre ancienne vie. Écrivez « Mon esprit est une forteresse ». Gardez cette dernière vérité comme un poignard caché. Le monde est bruyant, conçu pour vous noyer dans le bruit des opinions, des jugements et des provocations. Votre pouvoir ne réside pas dans la meilleure réponse, mais dans votre retenue. Laissez-les parler, laissez-les s'agiter, laissez-les rire. Votre silence est le vide dans lequel leur arrogance s'effondre. Il ne rit jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez tout. Ce que vous entendez maintenant n'est pas un conseil, c'est un manuel de pouvoir qu'il ne voulait jamais que vous lisiez. On vous manipule chaque jour, et le pire, c'est que vous remerciez vos manipulateurs. Après, ces quelques minutes, vous ne les remercierez plus jamais. Ceux qui suivent à soit vous transformer en forteresse, soit vous laisser en ruine pour 10 ans de plus. Il n'y a pas de retour en arrière. Pensez à cette réunion. Votre idée, brillante, est volée sous vos yeux par un collègue qui la présente comme la sienne, avec un sourire. Pensez à cette confidence que vous avez faite à un ami qui devient une anecdote amusante pour briller en société à vos dépens. Vous sentez cette chaleur dans votre gorge, cette impuissance. Vous êtes le dommage collatéral de l'ambition des autres. Cette humiliation n'est pas un accident, c'est un test. Ils testent constamment vos limites et chaque fois que vous ne réagissez pas, vous leur donnez la permission de prendre plus. Votre gentillesse est perçue comme une faiblesse. Votre désir d'harmonie est la chaîne qu'ils utilisent pour vous contrôler. Cela vous arrive parce que vous jouez à un jeu dont vous ignorez les vraies règles. Il y a 500 ans, un homme a écrit ces règles.
Son nom était Machiavel. Il a compris que le pouvoir n'est pas une question de morale, mais de perception. Une de ses leçons, modernisée, est la suivante. Il faut être un renard pour voir les pièges et un lion pour effrayer les loups. La plupart s'épuisent à jouer au lion. Le vrai pouvoir, le pouvoir durable, est celui du renard. Le renard ne se bat pas. Il déjoue. Il gagne la guerre avant même que la bataille ne commence, en contrôlant non pas les actions, mais la psychologie de ses adversaires. Dans un instant, vous allez recevoir les 9 lames psychologiques de cette philosophie. Ce ne sont pas des astuces. C'est une nouvelle vision du monde. Vous allez apprendre à décoder les intentions cachées derrière chaque mot, chaque silence. Vous ne serez plus une pièce sur l'échiquier, mais le joueur qui observe la partie d'en haut avec 3 coups d'avance. Mais attention, une fois que vous verrez les fils qui animent les marionnettes sociales, vous ne pourrez plus jamais les ignorer. Le monde vous paraîtra plus froid, plus calculé. C'est une porte à sens unique. Si vous êtes prêt à la franchir, alors écoutez. Ce qui suit est une architecture de pouvoir. 9 principes pour devenir intouchable. 1. Le miroir de faille. La psychologie derrière cette technique est simple. Les gens, surtout les plus arrogants, sont obsédés par leurs propres insécurités. Leur confiance est une armure construite sur des points de force qu'ils affichent. N'attaquez pas leurs faiblesses. Questionnez subtilement leur plus grande force. Un collègue se vante de son organisation infaillible. Ne le contredisez pas. Attendez le bon moment et posez une question innocente sur un détail minuscule et complexe qu'il a probablement oublié. C'est impressionnant. Juste par curiosité, comment as-tu archivé la clause 7B du projet Delta? Son silence sera votre victoire. Vous ne l'avez pas attaqué. Vous l'avez forcé à douter de lui-même. Questionnez un point de détail de leur plus grande force. 2. L'ancrage du faux confident. Le cerveau humain est programmé pour la réciprocité. Donnez et vous recevrez. Cela s'applique aussi à la vulnérabilité. En livrant une fausse faiblesse, une information mineure et entièrement contrôlée, vous créez une illusion de confiance. Vous ouvrez une porte factice pour qu'il ouvre une vraie porte en retour. Vous dites « Je ne devrais pas te dire ça, mais je suis un peu dépassé par ce nouveau logiciel. » Votre interlocuteur, pour maintenir ce lien, répondra probablement par une vraie confidence. « Ce n'est rien, moi je n'ai toujours pas compris comment fonctionne la nouvelle structure hiérarchique. » Il vient de vous livrer une information stratégique. Offrez une fausse confidence pour en obtenir une vraie. 3. La manœuvre du choix illusoire. L'être humain chérit le sentiment de contrôle. Utilisez-le. N'imposez jamais. Proposez toujours 2 options qui mènent toutes les 2 à votre objectif. Son esprit se concentrera sur le choix entre A et B et oubliera de se demander s'il veut vraiment faire l'une ou l'autre. À un subordonné, ne dites pas « Reste finir le rapport X ce soir ». Dites « Préfères-tu finir le rapport X ce soir ou commencer la présentation Y pour demain matin ?» Dans les 2 cas, il travaille tard, mais il a l'impression d'avoir décidé. Encadrez toujours vos requêtes en une question. Tu préfères A ou B? 4. Le silence évaluateur. Face à une attaque, l'instinct est de se justifier. C'est une erreur fatale. Le silence transfère toute la pression sur votre adversaire. La nature humaine a horreur du vide, et il le comblera avec ses propres anxiétés, révélant ses véritables intentions. Quelqu'un vous lance une pique passive-agressive. Ne répondez rien. Ne montrez aucune émotion. Fixez-le calmement dans les yeux pendant 3, 4, 5 secondes. Il va bafouiller, se justifier, s'exposer. Il vient de perdre la face, sans que vous ayez prononcé un mot. Votre silence n'est pas une absence, c'est un tribunal. Allez dans les commentaires et déclarez votre nouvelle règle. Écrivez « Je suis l'architecte, pas la pièce ». 5. La validation stratégique. L'ego est une bête affamée. Nourrissez l'ego de votre rival et vous tiendrez sa laisse. Validez publiquement son intelligence. Flattez sa compétence. Désarmé par la vanité, sa garde tombera. Il deviendra réceptif à vos idées. En réunion, dites « L'analyse de Jean est excellente. C'est un point de départ brillant. » En s'appuyant sur cette base solide, on pourrait même aller plus loin et envisager « Votre idée n'est plus une attaque, c'est une amélioration. Il ne peut plus la rejeter sans se contredire. Validez l'idée de l'autre avant de présenter la vôtre comme une simple extension. » 6. Le semis d'idées. C'est la technique la plus invisible, donc la plus puissante. Un homme défendra toujours une idée avec plus de ferveur s'il la croit sienne. Ne présentez jamais votre meilleure idée comme la vôtre. Plantez-la de manière détournée dans l'esprit de votre cible. J'ai eu une pensée fugitive l'autre jour, probablement rien d'intéressant. Et si on inversait le processus pour le client Z?
Puis, n'en parlez plus. Laissez l'idée germer. Une semaine plus tard, votre chef proposera votre idée en réunion. Laissez-le prendre tout le crédit. Votre but est atteint. Le pouvoir n'est pas dans la reconnaissance, il est dans le résultat. Quand vous maîtriserez ceci, vous réaliserez avec horreur combien de vos meilleures idées ne venaient pas de vous. 7. La surcharge cognitive ciblée. Le cerveau a des ressources limitées. Épuisez-les. Noyez votre interlocuteur sous un flot de détails techniques, de jargon, de données complexes. Fatiguez son esprit critique. Une fois qu'il est perdu, servez-lui votre conclusion simple et claire. Il l'acceptera non par logique, mais par soulagement. En négociation, au lieu de demander un chiffre, dites, si on prend en compte la projection du T3, l'amortissement fiscal et la volatilité du marché, on arrive à ce chiffre. C'est complexe, mais en gros, c'est la meilleure offre. Utilisez la complexité comme un écran de fumée pour faire passer la simplicité de votre objectif. 8. L'isolement de la cible. Le pouvoir d'un individu repose sur ses alliances. Pour affaiblir un rival, n'attaquez pas l'homme. Asséchez son écosystème. Créez des canaux de communication exclusifs, des discussions informelles, des pauses café stratégiques en l'excluant systématiquement. Justifiez-le par des prétextes plausibles. Peu à peu, les décisions se prendront sans lui. Son influence s'érodera. Un loup isolé n'est plus un prédateur. C'est une proie. Créez des cercles d'information privilégiés pour couper votre cible de sa source de pouvoir. 9. Le retrait calculé. Ce qui est rare est précieux. Une fois votre valeur sociale établie, devenez rare. Votre présence constante vous banalise. Au sommet de votre influence, après un succès majeur, retirez-vous. Prenez quelques jours de congé. Soyez injoignable. Plongez dans un dossier confidentiel. Votre absence créera un vide, un désir. Votre autorité perçue montera en flèche. Votre silence amplifiera votre pouvoir. On ne vous prendra plus jamais pour acquis. Restez bien jusqu'à la fin. Cette dernière technique est la plus dangereuse, car si elle est mal utilisée, elle peut vous isoler. Mais bien maîtrisée, elle vous rend légendaire. Ces 9 principes ne sont pas des masques. Ils sont la véritable structure de votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus la victime des dynamiques sociales. Vous en êtes l'architecte. Le monde n'a pas changé. Les prédateurs sont toujours là. Mais vous avez changé. Vous ne voyez plus les événements, vous voyez les mécanismes. Votre calme n'est plus une faiblesse, c'est une arme d'évaluation. Vous êtes sorti de la matrice. Il n'y a pas de retour en arrière. Chaque conversation, chaque silence, chaque sourire sera désormais analysé à travers ce filtre. Vous verrez les filles, vous verrez les besoins, les peurs, les petites stratégies des autres. Le confort de l'ignorance vous est à jamais interdit. C'est le prix à payer pour la souveraineté. Vous marcherez peut-être plus seul, mais vous ne marcherez plus jamais à genoux. Cette transformation est une déclaration. Il est temps de la graver dans la pierre. Allez dans les commentaires. Ne demandez rien. Déclarez. Écrivez cette phrase pour vous-même, comme le serment final de votre ancienne vie. Écrivez « Mon esprit est une forteresse ». Gardez cette dernière vérité. Dans le grand théâtre social, la plupart des gens se contentent de lire le script qu'on leur a donné. Ils réagissent, ils s'expliquent, ils se justifient, ils sont prévisibles. Votre pouvoir est dans le silence, dans l'observation, dans le choix de ne pas jouer le rôle qu'on attend de vous. Laissez-les s'agiter dans le bruit. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui tenez la plume.